Salut à tous et bienvenue semaine 2. Ouais, j'étais parti sur un gros chiffre, mais on est que semaine 2. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Eh bien, on a la fameuse boîte là, entre les nains et puis entre les elfes de l'eau, autrement dit les Fire Slayer et les Idoneb Deepkin. Alors, c'est une boîte qui, je suis pas sûr qu'elle soit super extrêmement attrayante en fait, parce que bah, toujours on a deux nouvelles figurines, ça c'est le principe en fait. À chaque fois maintenant, quand c'est des petites sorties, eh bien ils nous font une boîte comme ça avec eh bien on traite les armées assez vite et ça je trouve que c'est assez dommage, surtout sur AOS en fait. Là je suis en train de remarquer, j'ai remarqué ça depuis le dernier live, le live de Noël hein, qu'on avait fait avec Grégory tout ça, et on avait parlé justement d'AOS, et c'est vrai que là j'ai vraiment le sentiment maintenant qu'on a attiré mon attention dessus que les joueurs de AOS, ils sont pas trop à la fête, hein. Et c'est vrai que si on est Fire Slayer, j'en parlais avec Jérôme Dumas, si tu me regardes, ouais, ils s'attendaient à une grosse figurine, quelque chose qui donne un petit peu plus envie. Là, on est sur, bah, en plus, les mêmes boîtes, parce que là, c'est les mêmes figurines, mais en fait, montées de façon différente. C'est pas très sexy, voilà. En plus, alors je sais plus comment ça s'appelle, un prêt des runes, il existait déjà plus ou moins, donc voilà. Bon, les figurines sont sympas quand même. Après moi je trouve qu'elles ont vraiment du charisme. Les Idoneb, je trouve que c'est une armée qui ressemble à aucune autre et qui a vraiment une mécanique en plus vraiment originale, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, cette boîte elle va coûter 140 €, donc on n'est pas dans les 150-155 dont on a eu l'habitude avec Warhammer 40 000. En même temps là c'est vrai que les figurines c'est vraiment un petit peu pauvre quand même, je trouve, de ce côté là. Alors à noter qu'on a le fameux Core Rules Book. Ça c'est un livre que j'ai pu voir, en fait exactement le même. Je pense que celui que vous avez, enfin parce que j'ai pas vu celui-ci hein, mais il ressemble exactement à celui que vous avez dans la boîte à 130 € de démarrer Edge of Sigmar, qui s'appelle je sais plus Extremis je crois de tête. Donc voilà, mais ça c'est bien, c'est dommage d'ailleurs qu'on le retrouve pas dans aussi Warhammer 40 000. Pour la suite Warhammer Underworld avec les Ulgus Penumbral Sea Golrock Black Powders. Donc on a un ogre mercenaire pirate avec bah, ses petits acolytes, donc les petits animaux typiques de ce qu'on peut trouver sur un bateau. Donc je trouve ça assez mignon, ça me fait penser vraiment bien évidemment à la bande qu'il y avait où il y avait le troll avec le petit champignon, le petit stalagmite, le squig, le bat squig, il y avait eu un gros débat sur le nom. Donc là, la vraie question que vous devez vous poser, c'est quel est le prix de cette boîte? Parce que si on se rappelle, à Rodip, c'est-à-dire la V5 de la 5e saison de Warhammer Underworld, il est quand même à 80 €, sachant qu'on avait commencé beaucoup moins, que la saison juste avant, elle était à 60-65, bon 80 c'est un gros cap de franchi, et là la question que tout le monde se posait en tant que joueur de Warhammer Underworld, c'était est-ce que les nouvelles bandes qui vont sortir vont être à un prix cohérent avec ce qu'on avait avant, ou alors est-ce qu'au contraire ça va être voilà. Bon, je vous rassure, c'est 32,50. 32,50 c'est le prix de ce qu'on avait avant. Heureusement ils n'ont pas trop poussé, enfin ils sont restés un peu la tête sur les épaules quand même, parce que je pense que le jeu, honnêtement, je voulais en parler, j'en ai parlé aussi pendant le live, pour moi passer la boîte de base à 80 €, alors certes, il y a sans doute des difficultés économiques, etc. Bon, ça, je sais pas, je suis pas dans les petits papiers, mais c'est très difficile, je trouve, de démarrer avec une boîte à 80 € comme ça, pour un jeu comme Warhammer Underworld. Sur un autre type de jeu, pourquoi pas, mais là, c'est Warhammer Underworld, je trouve ça vraiment compliqué. Et si les bandes passaient, moi, franchement, je m'étais préparé en mode Brace for Impact à coût de 40 € la boîte, hein. 40 € les 5 figurines, enfin, ou 4, 5, 3, ça dépend, ça aurait été chaud. 32,50, ça reste plus que ce qu'on a connu quand on a vraiment commencé Warhammer Underworld dès les débuts, avec Nightvault et Shadespire. Mais voilà, on n'est pas sur une grosse augmentation, donc bon voilà, c'est une bonne nouvelle, on va dire, hein, on va pas se voiler la face. Alors ensuite, on a Arodip Illusory Might, qui du coup c'est, en français, ça me donne puissance illusoire, donc ça c'est 15 €, voilà. Et c'est typiquement, pour ceux qui ne savent pas, alors je vous l'ai mis sur le côté ici, voilà. Donc comment fonctionne Rival? Rival, c'est un principe de jeu que je trouve assez intéressant, surtout que maintenant qu'au Warhammer Underworld, on se retrouve avec des kilotonnes de cartes. Eh bien c'est un format, on va dire, plus ou moins scellé par rapport à, si vous connaissez le jeu de cartes à collectionner, vous avez votre deck qui va être soit le deck de la faction, donc c'est-à-dire uniquement les cartes de la faction, donc avec le symbole de la faction, donc là on prend l'exemple des vampires, soit uniquement les cartes que vous avez dans
un deck. Alors là, le premier qui était sorti qui s'appelait Silent Menace, ça s'appelait un deck universel. Là maintenant, ça s'appelle un deck rival. Voilà. Donc je trouve que ce concept, il peut être salvateur. Après, c'est comme toujours, je pense pas que les decks entre eux ils soient rigoureusement équilibrés. Il y en a qui vont être plus ou moins meilleurs, il y en a qui vont plus ou moins bien sûr se marier avec le style de la bande. Alors je ne les ai pas encore essayés, mais franchement je suis curieux d'essayer parce que je me dis, entre une bande, typiquement je pense aux gobelins là, qui sont vraiment très nombreux, ou alors aux Zoruk en armure qui eux sont que 3, est-ce que les cartes elles sont adaptées ou pas? Je ne sais pas. En même temps, ça serait difficile quand même, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne chose pour essayer d'aller dans le sens des joueurs. Pour pas, parce que quand on commence Warhammer Underworld, si on se dit « Ah bah attends, faut que j'achète alors la boîte de base, la boîte de la saison 2, parce qu'il y avait des... Enfin, ou 3 ou 4 parce qu'il y avait des bonnes cartes dedans, plus telle faction, telle faction, telle faction, ça commence à faire super cher, juste pour avoir une carte. » Donc le format rival, je pense que ça peut être une bonne façon de maintenir un petit peu le jeu à flot. Par contre, je me demande vraiment, est-ce que Warhammer Underworld c'est encore beaucoup joué? Si vous jouez à Warhammer Underworld, mettez-le moi en commentaire, que je sache, que ça me donne un petit peu une vision comme ça de l'écosystème Underworld. Est-ce que Harodip a relancé un peu la machine? Est-ce que les 80 balles de démarrage c'était un petit peu tendu? Voilà, à vous de me dire. Ensuite, Blood Bowl, ça on a l'habitude, toujours la sortie d'un terrain 37 €. Les dés 14,50 €, voilà, des dés de Nurgle. Et puis les cartes c'est 21 €. Voilà. Donc là vous avez les prix de ce qui va sortir. Le reste, ce livre compagnon pour Aeronautica Imperialis va pas être disponible a priori chez les revendeurs, chez les magasins Games Workshop je ne pense pas non plus. Ça passe par la VPC ou par Forge World. Là j'avoue qu'ils sont pas très clairs à chaque fois, ça c'est quelque chose qui mériterait d'être amélioré, c'est que c'est assez difficile de savoir si c'est un produit qui va sortir chez Games Workshop ou qui va sortir chez Forge World. Et cette ambiguïté là, j'en parlais récemment avec la vidéo sur les custodes, parce que bon, les unités custodes, il y a quand même beaucoup de choses chez Forge World, et je me dis, il y a un moment donné, si on autorise Forge World, eh bien, autant mettre directement les profils Forge World dans le codex, ça me paraît assez cohérent. Et là, Aeronautica Imperialis qui est vraiment scindé, c'est pas cohérent non plus, c'est compliqué pour le consommateur lambda de s'y retrouver. Là aussi, après on a 2 autres sorties, mais qui ne vont pas sortir en magasin, et qui a priori seront des sorties Forge World, et c'est ça la gamme Aeronautica Imperialis, elle est vraiment... scindé. Après vous me dites ouais c'est pareil avec Blood Bowl, etc. Mais sur des avions comme ça, là on a carrément toute la faction, donc ça me paraît pas ultra cohérent, donc j'ai pas les prix. Bon, vous pouvez aller voir les avions Forge World. Alors pour info, j'avais été voir les versions plastiques, c'est toujours du 34 € maintenant à peu près, quel que soit le nombre d'avions, vous avez 34 €, donc on peut imaginer peut-être ça va être dans les 34 € pour que ce soit assez cohérent. Sur le White Dwarf, je voulais faire une petite remarque là dans ce qui va ressortir. On a ici la Rules Update for Ozy Archborn Reapers, et en fait ça souligne encore ce que je disais tout à l'heure, à savoir que quand on est joueur d'AOS, on se retrouve avec pas grand chose, et là si on imagine qu'on est un joueur au Archborn Reaper, on se dit bah alors attends, je vais pas avoir de code, enfin de pas de joueur de Battle Tome tout de suite, mais je vais avoir quand même des règles dans le White Dwarf. Ça fait un petit peu pansement. Alors c'est mieux que rien, bien évidemment, mais c'est vrai que en fait le problème il est là, c'est que si on ne promet pas une grosse sortie pour une faction, on se dit que si on met un petit pansement pour faire patienter, ça veut dire qu'on est quand même assez loin d'avoir quelque chose. Donc on verra si je me trompe pas, on verra. Voilà. Donc pas de sortie Black Library en France, on aura simplement voilà, ça pour l'Angleterre, Sign of Enlightenment, pardon. Donc on aura aussi, alors si ça me faisait marrer, enfin ça me faisait marrer, ça c'est mon goût personnel, mais il nous propose de gagner des illustrations d'Hammer Unbolter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, je le garde pour moi sinon. Et puis voilà, on aura un nouvel épisode d'Hammer Unbolter, donc bon, pourquoi pas. Ensuite, on a les combats de patrouille qui ont été présentés. Alors attention, elles ne sortent pas tout de suite, elles vont pas sortir pour le 22, donc d'ailleurs je vais enlever le logo tout de suite, elles sortiront un peu plus tard. Donc on a celle avec les taux, donc voilà, vous avez la Ghost Kill, très très belle figurine, moi j'aime beaucoup, les terrés sur disque, voilà, les guerriers de feu, le sabre de feu aussi. C'est toujours des boîtes. En fait, moi je me dis cette boîte,
Est-ce qu'elle va être... Enfin, les styles aussi, j'ai oublié, pardon. Mais les styles, en fait, alors honnêtement, c'est vraiment l'unité. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'en ai plein et que tout le monde en a plein et que c'est toujours l'unité un petit peu fourre-tout. Ou plutôt, tiens, on sait pas quoi mettre, on va mettre une petite boîte de skills, ça coûte pas trop cher à produire. Et puis, voilà, ça rajoute du contenu. Moi, je trouve que, voilà, je pense que quand on est joueur toon, on en a déjà suffisamment. Bon, voilà, après, c'est une boîte qui s'oriente pour les nouveaux joueurs. Mais c'est vrai que celles qu'on avait avant, étant donné qu'il n'y avait pas de QG à l'intérieur, on était quand même sur des boîtes où on pouvait en prendre 2-3, enfin l'ancienne boîte taux, je rappelle que dedans il y avait les Crisis qui séparément coûtent 60 €, et là, alors comment ça s'appelait? Ça s'appelait la Start Collecting, elle coûtait 80, dedans il y avait les guerriers de feu en plus, il y avait les terrés, mais ça faisait quand même beaucoup de choses pour juste 20 €, surtout que voilà, les guerriers de feu, ça se revend facilement. Après vous allez me dire aussi, on est à une époque, et c'est vrai, où ça se revend facilement, vous allez sur Facebook, etc., vous avez des groupes de revente facilement, donc vous pouvez revendre votre éthéré que vous avez déjà, les styles que vous avez déjà, la Go Skill, vous la gardez, et puis au final, bon, c'est un prix assez intéressant. Alors, ceux qui se demandent justement pour les prix, voilà, j'ai fait le petit panier. Alors, à noter que pour l'instant, l'éthéré sur disque n'est pas disponible, je pense qu'il le sera rapidement, mais donc là, il n'est pas dans le panier, hein. Donc on a la Go Skill, les Fire Warrior, les XV25, le sable de feu, c'est 152 €, sachant que les combats de patrouille, c'est toujours 110 €, donc on va rajouter, on va dire au bas mot, 25 € pour un éthéré. Vous imaginez que vous avez votre Go Skill gratuite, enfin voilà, que vous la payez un peu moins cher. Ensuite, il y a aussi, alors celle sur les Granite, assez intéressante parce que vous avez le cuirassier, et le cuirassier il est indisponible en ce moment, donc c'est assez dur de jouer chevalier gris, déjà que c'est pas forcément facile. Voilà, bon, en plus c'est une unité emblématique, hein, on peut pas s'en passer. Voilà, là vous l'aurez dans cette boîte là, avec les Terminators, et puis l'archiviste aussi, qu'on voit ici, que 5 Strike Team, enfin c'est... peut-être un poil faible. Ensuite du Zinch, donc après Zinch, c'est pas ce que je vais préférer, voilà. Puis de toute façon après, je vais pas calculer le prix à chaque fois, vous regardez pour la boîte qui vous intéresse. Si une petite remarque sur les Custodes, parce que les Custodes ça me fait de l'œil, hein. Depuis la review que j'ai fait, c'est vrai que ça me fait de l'œil. Il y a peut-être un petit peu trop de sorts de silence, là on a les 10 sorts de silence. Si on a envie de jouer Custodes, là je trouve qu'on se fait un peu forcer la main pour jouer de la Sister, pardon, de la Sœur de Silence. Ouais, j'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus tout simplement, ou peut-être même que du Custodes, et puis pas du tout les Sœurs de Silence. Là, on se retrouve avec la main un petit peu forcée. Et puis voilà, Cult Stealer aussi qui va sortir en même temps, c'est assez cohérent, elle est assez intéressante quand même cette boîte, hein, financièrement, parce qu'on a quand même vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, ça c'est vraiment une belle boîte pour commencer une armée. Alors dans la série, les nouveautés qui ne sont pas des nouveautés, eh bien l'Autarque, hein, qu'on avait déjà vu, là on a simplement l'autre version montée, donc on voit par contre, ce qui est assez intéressant, qu'on peut changer le torse, hein, donc on peut avoir soit un Eldari ou une Eldari. C'est dommage d'ailleurs qu'elle n'ait pas la tête nue, j'aurais bien mis une tête nue aussi, Eldari. Alors peut-être qu'elle sera compatible avec le kit des gardiens qui va ressortir et qu'on va pouvoir comme ça changer un peu. Peut-être qu'en fait, on peut se rassurer en disant bon ok, les figurines sont pas très originales par rapport à celles qui sont déjà sorties il y a le siècle dernier, non quand même pas, mais il y a au moins une dizaine d'années. Mais peut-être qu'elles sont extrêmement modulables entre elles. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, parce que l'Autarque qui existe déjà sera compatible aussi, donc on pourra modifier comme ça, récupérer le tisseur, le pistolet, enfin le fuseur, voilà, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, bon, figurine assez statique, et moi ce qui m'a fait assez rigoler sur celle-ci, c'est que ça m'a rappelé en fait les premières figurines qui étaient moulées en une seule pièce, vous savez, qui étaient genre en mode comme ça là, sur le plan de la coupe et du moulage en fait, vous voyez, quand on les presse comme ça, et c'est vrai qu'on était un peu moins habitué à ça, et c'est vrai que même avec le drapeau ici, là, la bannière, voilà, on reste très 2D sur cette figurine. Même ici, là, en fait, ses cheveux, là, ils auraient pu partir tout simplement en profondeur derrière lui, pour que ça fasse un petit peu plus 3D. Là, le fait que ce soit sur le même côté, alors c'est très visuel de ce côté-là, mais il n'y a qu'un seul angle un peu intéressant. C'est qu'on tourne un petit peu, c'est beaucoup moins intéressant. Ensuite, on va rester avec les Eldari, et puis on a ces présentations, voilà, on s'y attendait, hein, le Vampire Hunter, le Vampire Raiders, pour
sur Aeronautica Imperialis, qui là, par contre, ils vont sortir ces Forge World, c'est assez bien précisé, donc voilà, bah, que dire, hein, si ce n'est que les kits sont jolis. Moi je me rappelle à l'époque, je rêvais, ça c'était quand je jouais Eldar, je rêvais devant cette figurine, un peu comme les joueurs Space Marine qui rêvaient devant le Thunder au plastique. Moi je rêvais absolument devant le Vampire Hunter, et je me disais waouh, parce qu'en fait ça c'est des pulsars, hein, c'était des armes Titan Killer, enfin ça se fait toujours, mais c'était beaucoup plus impressionnant à une époque. Le Titan Killer c'était genre je te touche, t'es mort, on n'en parle plus, galette posée, ce qui est en dessous effacé, donc c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, à voir, à jouer sur Aeronautica Imperialis. En tout cas, c'est pareil, j'ai pas non plus de notion du prix. Avant de vous laisser repartir un petit peu d'auto-promotion, j'ai ressorti une vidéo Fluff ou Lore, je sais jamais, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux, Lore et Fluff. C'est une vidéo voilà, sur le Custodes, le nouveau codex qui vient de sortir. J'avoue que le Fluff m'a assez emballé, parce qu'on a une dimension politique de l'Imperium qu'on n'a pas d'habitude dans les autres codex, et comme ce que je dis un peu en préambule de cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas vu, c'est que tous les autres codex, et surtout les surhommes, ils sont trop forts, ils bastonnent comme des fous, ils sont invincibles, et là, il y a moins cette notion-là. On vous dit, ils sont incroyables, mais on vous dit aussi comment ça se passe politiquement dans l'Imperium, et ça m'a vraiment séduit. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo, vous avez été vraiment nombreux à me dire hey, quand est-ce que tu refais du lore, donc là je suis reparti, donc n'hésitez pas à m'encourager, à aller voir cette vidéo, qu'elle marche à fond, comme ça je vous referai plein de vidéos. Et puis dans les nouveautés de cette année en 2022, eh bien c'est la chaîne Twitch, alors avec 3 magnifiques followers, c'est les débuts, merci à vous 3 les gars, c'est gentil d'être abonnés. Donc voilà, Iggy Live, bon, la mise en place va se faire au fur et à mesure, je mets que chaque vendredi de 11h30 à 13h30, je vais faire de la peinture, discussion, etc. Mais j'ai plein de formats, je pense que ça, la chaîne Twitch, elle va vraiment se développer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, dès ce vendredi-là, à 11h30, je commencerai. Donc si vous voulez être là sur la première mondiale de Iggy TV sur Twitch, et eh bien voilà. Bien sûr, vous aviez compris que la chaîne Twitch, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc aucune excuse, rendez-vous vendredi. Et si vous n'êtes pas là vendredi parce que vous travaillez, hein, imaginons. Après, en même temps, j'ai fait ça sur la pause déjeuner parce que je me dis, ça va être le rendez-vous déjeuner, comme ça, vous êtes en train de manger devant Iggy TV, ça peut être un truc assez sympa. Si vous pouvez pas être là malgré tout, et eh bien l'autre chaîne secondaire YouTube Iggy Live, elle est là pour ça en fait, elle est là pour être le réceptacle de tout ce que je vais faire sur Twitch. Donc voilà, comme ça, pas d'excuses. Mais non, c'est pas compliqué, il y a 3 chaînes, c'est facile, il y a un écosystème comme un triangle. Donc vous avez la chaîne Twitch avec que du live, évidemment, c'est Twitch. Et puis après 2 chaînes YouTube, la chaîne YouTube principale sur laquelle vous êtes actuellement, Iggy TV sur YouTube, et puis la chaîne Iggy TV Live sur YouTube aussi, qui sera le réceptacle des rediffusions tout simplement de Twitch. Facile, non? Merci à vous tous en tout cas, à bientôt.